Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Chapitre 2. Maîtresse de maison. Première partie. L'autorité administrative exige que les maisons publiques soient tenues par des femmes. Dans toutes les villes de France et des colonies, elle décrète « Les maisons de prostitution, dites de tolérance, ne pourront être tenues que par des femmes. En conséquence, aucun homme ne pourra s'y fixer à demeure, à moins qu'il ne soit marié légitimement avec la maîtresse de l'établissement, et dans ce cas, sous la condition expresse qu'il ne s'immiscera en rien dans les rapports de celle-ci ou des filles de la maison avec le public et l'autorité. » Ce prince consort est ainsi condamné au mutisme du poisson. On veut faire de lui un soliveau. Tout au plus lui permettons d'astiquer les glaces de son salon et de balayer, le matin, son estaminet. Mais, comme tous les autres, cet article n'est jamais appliqué à la lettre, ni dans son esprit. Le maître de maison règne sur les filles, et c'est lui qui surgit, le bâton à la main, quand de mauvais clients refusent d'acquitter les justes redevances ou mènent grand tapage. Il va en remonte, à Paris, à Bordeaux ou à Marseille, se maintient en rapport constant avec ses placeurs, fait chaque soir sa tournée de propagande dans les cafés de la ville, saluant d'un discret clin d'œil ses abonnés, distribuant des jetons et des cartes réclames aux garçons qui indiquent aux voyageurs de commerce le chemin de sa maison. Souvent, il est populaire. On le réclame pour faire le 4e à la manille. Il serre la main du commissaire de police. Il a cette dignité des hauts fonctionnaires qui exercent une charge de l'État. Un soir, au buffet de la gare de Chinon, je rencontrai monsieur Antoine, qui ramenait de Paris une jolie fille. Avant de regagner la rue des Marais, il me pria de vider en sa compagnie une bouteille du petit vin de Chinon. La jeune femme ouvrit son sac à main. Elle en tira un billet de 10 francs. Mais monsieur Antoine, d'un ton sans réplique, lui donna une leçon de bienséance. « Veux-tu laisser ça ? Quand une femme est avec 2 hommes, tu sauras qu'elle ne doit jamais payer. Pour qui alors qu'on nous prendrait ?» Il appela le garçon, régla, puis se levant, ajouta avec simplicité « Tu me rembourseras à la maison. » Un autre soir, monsieur Antoine honora de sa présence le bal des garçons limonadiers. Il arborait un complet bleu canard et une décoration sud-américaine fleurissait, comme une orchidée, sa boutonnière. Parmi les couples de danseurs, il s'avançait, la tête haute, son chapeau melon à la main. Or, derrière lui entrait le maire, flanqué de 2 adjoints. À la gloire de ces 3 hautes personnalités, le chef d'orchestre leva son bâton et les musiciens, abandonnant le tango langoureux, fracassèrent une héroïque marseillaise. Monsieur Antoine sursauta. Il crut que cet hommage s'adressait à lui, et, mon Dieu, ne s'étonna pas outre mesure. N'était-il pas, somme toute, un dignitaire municipal ? Il brandit son chapeau melon, salua d'un geste large les musiciens. « Merci les gars !» Puis il eut à cœur de payer sa dette de reconnaissance. S'approchant du buffet, il commanda « 2 bouteilles de champ pour les musiciens, c'est Antoine qui régale. » Mais le métier a ses risques. Dans le cimetière de Rive-de-Gier reposent 3 patrons morts au champ d'honneur. Tous 3 ont rougi de leur sang les dalles d'un estaminet public du faubourg d'Enguerrand. Le premier fut tué d'un coup de couteau, un autre assommé par des rouliers armés de nerfs de bœuf. Le 3e reçut une balle de revolver en plein cœur, et ces meurtres furent perpétrés en l'espace d'1 année. Une sinistre réputation s'attachait à l'établissement. Après le dernier drame, le 1 resta longtemps fermé. Enfin, il fut revendu à vil prix par une des veuves, mais le nouveau tenancier trembla longtemps pour ses jours. Dès que les clients vociféraient, sa femme, appelant à l'aide, se cachait sous le comptoir et lui, tout pâle, surgissait sur le seuil de l'estaminet, un revolver au poing. D'une main vacillante, il tirait en l'air, étoilant le plafond, brisant les bobèches du lustre. Il réussit à inspirer une crainte salutaire. Mais chaque année à la Toussaint, pour conjurer le mauvais sort, il va déposer 3 gerbes d'immortels sur les tombes de ses malheureux prédécesseurs. Sans doute un certain nombre de matrones qui sont veuves ou n'ont jamais connu les douleurs de l'hymen dirigent elles-mêmes leur maison. Mais tôt ou tard, presque toutes se marient ou convolent. Leurs époux deviennent leurs associés. Non pas des associés dormants, confinés dans les humbles besognes, mais des associés actifs qui donnent un nouveau lustre à l'établissement. Languissante, toujours étendue sur une chaise longue, une patronne de Tours me disait « Je viens de passer devant le maire et le curé avec monsieur Charles. Que voulez-vous ? Sans lui, je serais morte à la tâche. Maintenant, je suis tranquille. J'estime que nous avons tous 2 fait une bonne affaire. Il m'apporte 30 000 francs. C'est peu de chose, mais cela suffira pour faire réparer la maison qui tombe en ruine. Et puis, Charles fait la remonte et j'ai de jolies filles dans mon salon. »« Et l'amour, madame ?» Elle eut un geste dédaigneux. « L'amour, si vous croyez que j'y pense. J'ai dit à Charles, je te laisse toute liberté. Je te demande seulement de ne pas prendre une maîtresse en ville. À Paris, tu pourras t'amuser à ton aise, mais ne touche pas aux femmes que tu ramènes à la maison, sinon tu ne seras plus le maître, elles te manqueront de respect. » Et M. Charles approuvait, placide. « Elle a raison.
Tu comprends, si j'essayais une femme, elle aurait le droit de me dire quand je lui collerais une amende « Dites donc, patron, vous oubliez qu'à Paris, nous avons couché ensemble ?» Des femmes jalouses de leur indépendance et dédaigneuses de l'aide que pourrait leur apporter un chevalier servant, j'en ai pourtant connu quelques-unes. Mais elles dirigeaient, à Paris ou dans de grandes villes, des maisons de rendez-vous dotées d'une clientèle choisie. Ou bien, si elles trônaient à leur caisse dans des estaminets où les clameurs des mâles et les glapissements des filles hachaient d'une invisible mitraille la nostalgique romance qu'un chanteur des rues dévidait avec des gestes surannés, toujours un garçon de salle au poil roux, au mufle écrasé, guettait dans un coin, prêt à jeter à la rue les ivrognes trop exaltés. Quand la maîtresse de maison aux cheveux luisants de pommade à la rose avait regagné sa chambre, peut-être alors conviait-elle son employé à des besognes plus secrètes. Aussi, la patronne Tourangelle avait raison de me dire « Dans notre état, monsieur, il ne fait pas bon être seul. Quand on n'a pas un mari, on prend un amant, et les gigolos coûtent cher. » Avez-vous entendu parler de Jeanne B. et de la mère Lacaisse? Elles furent célèbres à Paris et je les ai connues, l'une et l'autre, à leur déclin. Jeanne B. fit ses premières armes au promenoir de l'Olympia, dans le fringant bataillon au panache bariolé et au froufrou de soie. Puis elle s'établit rue d'Aufémont. Son salon fut aussitôt fréquenté par les fêtards parisiens et les riches étrangers. 2 ouistiti, cadeaux d'un navigateur, y cabriolaient, se suspendant par leur queue au lustre de cristal comme aux branches d'un cocotier. Leur maîtresse les avait initiés aux voluptés de la cocaïne. Ils ouvraient un mignon drageoir, puisaient une pincée de poudre scintillante, la reniflaient, puis, avec des mines de viveurs blasés, s'étendaient sur un sofa pour rêver, peut-être, aux forêts natales. Jeanne avait alors 3 autos. Elle était l'appareilleuse en vogue de Paris. Elle avait constitué, disait-on, des dossiers secrets sur des hommes politiques et des grands financiers. On la redoutait. Elle se ruina pour un amant de cœur, vendit ses bijoux, ses meubles, ses autos, et ces 2 ouistiti, tout grelottant de fièvre, mais les yeux extasiés, moururent un soir, couchés sur le parquet du salon. L'amant, les poches pleines, déguerpit. Jeanne avait du ressort. Elle emprunta, se fit commanditer, acheta d'autres meubles et loua, rue Mérimée, une jolie maison à véranda. À son propriétaire, un grand nom de l'armorial, elle dit fièrement « J'illustrerai votre demeure ». La tourmente de 1914 nuisit tout d'abord à son commerce. Mais quand les premiers Américains arrivèrent, le salon de Jeanne brilla de 1000 feux. Elle rétablit sa fortune. Après la guerre, les anciens fournisseurs des armées, les munitionnaires, furent de ses fidèles clients. D'inquiétants gigolos guignaient cette belle proie. Elle était bonne fille et laissait des comédiens, des chanteurs de café-concert briser sa vaisselle. « Mes porcelaines, mes belles faïences !» pleurait-elle, mais elle ne leur faisait pas payer la casse. Après de longues années de chasteté, elle succomba et un amant de cœur la dévalisa une seconde fois. Bientôt, elle eut des dettes criardes. Elle devait 200 francs au plombier et 3 termes à son propriétaire. En 1923, celui-ci, l'armorial en main, lui dit « Je crois, madame, que vous avez fait de ma maison un... » Il prononça le mot cher à Villon et la fit expulser. Ce fut alors la grande misère. Flétrie, elle coucha dans les asiles de nuit et sous les ponts. Elle fut rabatteuse pour une pauvre maison de la rue de la Lune, vendit des journaux. Un médecin s'était installé dans la jolie maison à véranda. Chaque nuit, on sonnait à sa porte. Il se levait, croyant qu'on le demandait pour courir au chevet d'un malade, mais dans la rue, des Anglais, des Américains criaient « Jane, Jane, ouvre ta porte !» De guerre lasse, le médecin s'en alla, cédant la place à un vieux rentier. On réveilla encore celui-ci. Les noctambules qui cherchent Jeanne dans l'élégant Passy ne se doutent pas qu'elle crie rue Montmartre « Paris soir, l'intransigeant !» Je l'ai abordée l'autre nuit. « Oui, c'est moi, me dit-elle. Je suis finie, je n'ai plus d'espoir. J'ai laissé mes dossiers dans un asile de nuit et on n'a pas voulu me les rendre. » Elle croisa un fichu rouge sur sa poitrine efflanquée. Tout ça, puis d'une voix rauque. « D'ailleurs, je ne les aurais peut-être pas utilisés. Je ne suis pas méchante. Tu me donnes 20 sous pour boire la goutte ? Merci, mon petit. Voyez Paris soir, l'intransigeant !» La mère Lacaisse, comme Jeanne B., après avoir vécu dans l'opulence et la gloire, sombra misérablement, victime de son cœur trop tendre. À 40 ans, elle revenait d'Angleterre, où elle avait consacré toute sa jeunesse à divertir honorablement les lords et les gentlemen farmers. Son amant, le beau Léonce, à la barbe frisée d'empereur assyrien, qui l'avait assisté et utilement guidé durant tout son séjour dans la pudique Albion, lui conseilla de placer sa fortune dans de sûres entreprises. Elle acheta donc 2 maisons au volet clos, l'une dans la rue de Londres et l'autre dans la rue du Château d'Eau. Le beau Léonce, en récompense de ses loyaux services, se fit attribuer par un acte notarié le Château d'Eau, alors en pleine vogue. Il confia la direction de cet établissement à une gérante active et dévouée, hanta les tripots, les grands bras et les champs de course, acheta un tilbury et un pur sang. Chaque jour, il rendait visite à celle qu'on nommait déjà, dans le monde que je décris, la mère Lacaisse.
Après lui avoir rendu ses devoirs, il ouvrait une petite vitrine remplie de bibelots et de colifichets qui ornaient la chambre à coucher de sa maîtresse. Un pot à tabac, en faïence bleue semée de rouge pivoine, souvenir d'un négociant d'Amsterdam, excitait sa convoitise. Il le caressait, soulevant le couvercle. « Léonce, ne sois pas trop gourmand », gémissait la mère Lacaisse, qui avait coutume d'y enfouir ses mirifiques recettes. « De quoi bourrer ma pipe, pas plus », grommelait-il. Et il puisait une pincée de louis d'or. Comme il était grand fumeur, il n'était pas rare qu'il vînt 2 ou 3 fois par jour bourrer sa pipe chez sa complaisante maîtresse. Elle finit par se fâcher. Une nuit qu'elle était seule, elle cassa d'un coup de marteau le pot de faïence bleue à tulipes rouges. Contemplant ces débris éparpillés sur un tapis de haute laine, elle murmurait à l'instar de Sully Prudhomme « Il est brisé ». Le lendemain, le beau Léonce, ouvrant la vitrine, s'inquiéta. « Où as-tu mis mon pot à tabac ? Tu ne le reverras plus. Si tu veux bourrer ta pipe, tu iras chez une autre que moi. » Il comprit que la partie était perdue et s'en alla, sans maugréer, en sifflotant un petit air. C'était un beau joueur. La mère Lacaisse ne put se consoler de son départ. Pour oublier la douce barbe annelée de Léonce, elle eut beaucoup d'amants. Elle acheta un autre pot à tabac. 10 ans plus tard, elle était ruinée. Ses meubles de style, ses tapis d'Orient, ses splendides bijoux furent vendus à l'encan. Avec les quelques sous qui lui restaient, elle s'installa rue de la Huchette, dans une sinistre maison à porte basse. C'est là que je la connus, petite vieille fardée, des bagues de clinquant à ses doigts, 2 cabochons de verre taillés à ses oreilles. « J'ai été célèbre, me disait-elle. J'ai connu le tout Paris, et on a fait des chansons en mon honneur. » Et d'une voix de grand-mère, elle chantonnait « La mère Lacaisse a 3 gigolos ». À 70 ans, elle avait encore des yeux de braise, et soupirait parfois quand un jouvenceau montait dans les chambres des filles. « S'il voulait, murmurait-elle, je lui paierais un joli complet. » Peut-être fut-elle encore courtisée, car l'an dernier, traquée par ses créanciers, elle dut vendre sa sombre maison. Elle partit un matin, après avoir fait charger dans une voiture à bras ses pauvres hardes. Ses collègues de la rue Zacharie et de la rue de la Harpe assistaient, gouailleurs, à ce déménagement burlesque, et les filles, qui dans un coin du vieux Paris attirent les passants dans leur boutique d'amour, sortaient de leurs antres pour saluer de colibet la mère Lacaisse. Un cabas à la main, la petite vieille, sans détourner la tête, gagna la place Saint-Michel. Une voix la poursuivait. « La mère Lacaisse a 3 gigolos ». Quelques mois plus tard, dans la pauvre maison de la rue de la Huchette, où Madame Ginette avait succédé à l'ancienne maîtresse du beau Léonce, je demandais à une fille « As-tu des nouvelles de ton ancienne patronne ?» Elle avait encore perdu une dizaine de billets de 1000. Elle les a perdus à Ostende, aux petits chevaux. Paraît qu'elle lave maintenant les écuelles, là-bas, dans une maison de la rue Courte. J'ai connu des matrones endiamantées, des maisons florissantes, les tenancières à caraco rouge des bouges à matelot, les procureuses rusées et discrètes des sous-préfectures endormies. Comme les peuples heureux, leur vie souvent n'a pas d'histoire. Elles taisent leurs aventures de jeunesse et méprisent les filles de l'État. Les petites gens du quartier où elles exercent leur commerce toléré vantent leur générosité, la bonté de leur cœur. La maison de société procure un travail honnête et bien payé à la blanchisseuse, à la couturière, aux femmes de ménage et de lessive qui habitent dans les parages. Comme jadis autour du monastère, les humbles vivent grassement à l'ombre de la maison close. Quand le forgeron, le soir, rentre dans son petit logement de la rue des Cordeliers, à Rouen, sa femme lui montre avec orgueil un amas de peignoirs et de bas de chemise. Madame Eliane m'a donné tout cela à raccommoder. Et le brave ouvrier, supputant un joli bénéfice, ne se plaint pas d'être troublé dans son sommeil par la musique des pianos et des chants des ivrognes. Pendant de longues années, les matrones dirigeaient leur maison. Même quand elles ont amassé une belle fortune, elles hésitent à se retirer des affaires, car elles adorent leur métier. J'ai connu de vieux époux qui célébraient leurs noces d'or dans l'établissement hospitalier qu'ils avaient acheté au lendemain de leur mariage. Comme Philémon et Baucis, ils voulaient mourir dans leur temple. Je me souviens surtout de la mère Louise et de madame Régina. À côté de la mère Louise, les plus truculentes matrones s'effacent dans la pénombre. Pour la première fois, j'entendis prononcer son nom au printemps 1919, dans une librairie de la rue Saint-Sulpice. « Tenez, madame Louise, disait le commis, voici un livre consacré à votre sainte prédilection, Sainte Philomène. » Je regardais l'adoratrice de cette vierge et martyre. C'était une femme ronde comme une tonne, et dont la face cramoisie émergeait d'un corsage de soie verte, telle une énorme tomate posée sur un potiron. 2 filles maigres, fardées, coiffées de chapeaux pointus et qui ricanaient sournoisement, flanquaient, comme 2 poivrières, ce bastion de Grèce. Madame Louise s'empara du livre, avidement. Je la suivis dans la rue, flairant quelques mystères, et l'abordai avec politesse. Je lui dis que j'avais voué, moi aussi, un culte à Sainte Philomène. Elle joignit ses mains aux doigts boudinés et dont les bagues enfoncées à force disparaissaient entre les bourrelets de chair. « Je vois, me dit-elle, que vous êtes un jeune homme très bien. Venez donc prendre un verre avec nous.
Sa langue, molle et grosse, tournait avec difficulté dans sa bouche, s'accrochait aux dents comme un chiffon, et un peu de salive coulait au coin des lèvres. Mais au fond de ses yeux embués s'allumait une petite lueur, flamme mystique d'une vieille de cloître ou reflet d'encens d'un bol de punch. Quelques instants plus tard, à la terrasse d'un café, je vis qu'elle était ivre. C'était l'alcool qui réchauffait sa foi. En bégayant, elle me confia qu'elle tenait une maison à Orléans, rue des Juifs. « Mais j'ai de la créance, j'ai toujours eu de la créance, mon brave petit monsieur. Je vous loue, Madame Louise, d'avoir conservé intacte la piété de votre enfance. Tant de vos collègues vivent comme des mécréants. » Elle était aux anges, et dans son extase, bavait sur son corsage de soie. Les filles gloussaient. Furieuse, elle les apostropha. « Vous devriez avoir honte, traîner. 2 saletés, mon brave monsieur, que je retire du ruisseau. Elles seront damnées. » Les consommateurs attablés près de nous la dévisageaient. Je me levais, mais la mère Louise protestait. « Vous allez nous accompagner en voiture jusqu'à Austerlitz. Puis il faudra venir me voir à Orléans, rue des Juifs. Vous savez, c'est pas une maison pour Rupin, mais je vous recevrai bien parce que vous avez de la créance. » 15 jours après cette entrevue, je vins rendre visite à Madame Louise, dans la rue des Juifs, ghetto des prostituées. Sa maison rose s'ornait, au-dessus d'une porte bardée de clous de fer, d'un énorme numéro en relief. Une sous-maîtresse, affligée d'un goitre affreux, m'ouvrit cette porte et, m'inspectant d'un coup d'œil, « Je vais vous faire rentrer au salon. Vous attendrez un peu, ces dames sont en train de dîner. » Je répondis que je voulais voir Madame Louise, dont j'étais l'amie. La pièce, pompeusement nommée salon, était carrelée comme une cuisine, étroite et longue. Au plafond bas et dont le plâtre s'écaillait était vissée une lampe à gaz. Le long des murs peints à la chaux, des bancs de bois couverts d'un rep rouge élimé, maculé. Dans un coin, un piano, et accroché à la muraille nue, pour seul ornement, une petite glace dans laquelle un jeune souteneur, les lèvres retroussées, mirait ses dents cariées, semblable à un narcisse déchu. La salle était éclairée par 2 fenêtres qui prenaient une vue sur une petite cour provinciale plantée d'arbres rabougris et où séchaient, sur des fils de fer, des linges de couleur. Les femmes prenaient leur repas dans ce jardinet, assises autour d'une table de bois blanc. Elles étaient 5. Bétail lassé, elles mangeaient avec lenteur, leurs bras entourant leurs assiettes, les yeux mornes. De leurs peignoirs ouverts pendaient leurs seins gercés. La mère Louise ouvrit la porte, me reconnut, roula vers moi. « Mon enfant !» balbutiait-elle. « Vous, enfin, c'est Sainte Philomène qui m'a exaucé. » Puis frappant de sa main grasse sur l'épaule du petit souteneur, « Toi, file !» Elle referma ses lèvres sur ses dents piquetées et se coula par l'entrebâillement de la porte en traînant ses espadrilles. Une lumière douteuse, de la teinte d'une chair malade, baignait le misérable salon. Et la mère Louise me conviait à boire. « C'est moi qui régale, vous n'êtes pas ici pour dépenser de l'argent. » La sous-maîtresse, dont le goitre pendait comme un fanon, nous apporta une bouteille de vin blanc et 2 verres sur un plateau. Les filles étaient remontées dans leur chambre, et j'aperçus dans la cour une souillon qui emportait les plats. La mère Louise avala 2 grands verres de vin. « V'là 15 ans, me dit-elle, que je tiens cette maison. Le soldat et l'ouvrier sont mes meilleurs clients. La passe est à 20 sous. » Je voulus être ironique. « Les 10 centimes, c'est le droit de passage ?»« Non, 20 ronds pour moi et 2 sous pour la sous-maxée. » « Et les femmes ? Quand le client leur donne 30 sous, elles sont contentes. » Elle versa dans mon verre le fond de la bouteille, se souleva en geignant. « Vous allez visiter ma maison !» Mais la sous-maîtresse, agitant son goitre, revenait. « Madame Louise, v'là les réfugiés. Faites-les manger puisque les femmes sont parties, et donnez une bonne soupe aux petits chérubins. » Elle m'expliqua. « C'est des pays à moi, des gens de Mézières qui sont arrivés l'autre jour, car faut vous dire que je suis natif des Ardennes. Ces pauvres gens ont eu leur maison démolie par les obus. Toute la guerre, ils sont restés à Tours, puis l'homme a trouvé du travail dans une usine des environs d'Orléans. Ils sont venus me voir tout de suite. Dame, ils ont un peu hésité avant d'entrer à cause du gros numéro. J'avais dit à Mézières que je tenais un hôtel meublé, mais je leur ai crié de ma fenêtre « Allons mes pays, faut pas avoir honte de la mère Louise !» Je leur ai donné à manger, et ils reviennent tous les soirs. Je leur fais payer une petite pension, ça leur coûte moins cher qu'au restaurant. Elle ajouta « Mais vous savez, ils n'effraient pas avec les filles, ils mangent à part. » Dans le couloir, les réfugiés attendaient. Un homme aux cheveux gris qui roulait sa casquette entre ses doigts. Une femme décemment vêtue, mais déjà flétrie, et 3 enfants dont l'aîné avait peut-être 12 ans. Le plus jeune, celui que la mère Louise appelait le chérubin, était un petit garçon encore en robe. Elle les conduisit dans la cour et la Souillon posa sur la table une marmite pleine de soupe. Un balcon couvert sur lequel s'ouvraient les chambres surplombait le jardinet. Les filles laissaient leur porte ouverte, allaient et venaient dans cette galerie en se préparant au travail du soir. Elles peignaient leurs cheveux, se frottaient les joues de pommade et de fard, revêtaient leurs petites chemises dont se composait tout leur costume. Le chérubin les regardait avec extase, tapait sa cuillère sur la table. « Maman, les belles madames !»
et les filles penchées au balcon lui envoyaient des baisers, le cajolaient de paroles naïves et tendres. Mais la mère Louise criait « Mesdames, rentrez dans vos chambres, ici c'est une maison bien tenue, je ne veux pas voir de femmes toutes nues sur le balcon !» Elle m'entraîna dans son estaminet. Le petit souteneur et un grand dadais aux cheveux de filasse réparaient le piano mécanique dont la manivelle était tordue. Elle me présenta le grand dadais. « Mon fils, il me donne bien de la satisfaction, travailleur rangé, économe, et il ne lève pas les yeux sur mes femmes. L'autre jour, je l'ai conduit dans un musée de cire où l'on voit les grands criminels. Il y avait un petit salon où il fallait payer supplémentaire pour rentrer. J'ai donné les 20 sous et je lui ai dit d'aller voir les maladies honteuses. » Les premiers clients, artilleurs, fantassins, soldats de tanks, ouvriers d'usine, envahissaient le bar. La mère Louise leur disait « Ces dames sont à vous tout de suite, messieurs. » Le jeune souteneur fit tourner la manivelle qu'il avait redressée, et le piano mécanique, chantre exténué du bouge, exhala de ses flancs rouillés une plainte qui s'étira, langoureuse, fit vibrer toute la maison, et les filles, à cet appel coutumier, descendirent en hâte, des fleurs piquaient dans leurs cheveux. Le gaz flamba. Alors la mère Louise, une lampe à la main, me fit gravir un petit escalier en colimaçon aux marches de pierre ébréchées, et me guida jusqu'à sa chambre. « Les clients et les femmes n'y entrent jamais, me disait-elle. C'est mon sanctuaire. » Fidèlement, je raconte ce que j'ai vu. Au-dessus d'un lit de fer, des chapelets accrochés à une grosse pointe enfoncée dans le mur pendaient en guirlande, et sur une commode de noyer, une vingtaine de statuettes étaient rangées en ordre de bataille. Jésus, les 2 mains sur son cœur sanglant, commandait la plus sainte des troupes. Saint-Antoine et Saint-Michel encadraient Saint-Pierre, Saint-Georges terrassait le dragon du mal, Sainte Philomène priait, Sainte Blandine montrait ses mamelles martyrisées. Pour la couleur locale, Monseigneur Dupanloup avait pris place dans cette céleste phalange. La mère Louise me désigna un moine vêtu de bure, armé d'un crucifix, une tête de mort à ses pieds. « C'est Saint Gérard de Maguela, me dit-elle. Celui-là, monsieur, il fait des miracles. » Près de la commode, une Vierge Marie, enrubannée de bleu, se dressait sur un petit autel, au milieu d'un parterre de lys et de marguerites qui s'épanouissaient dans des vases à filets dorés. Et la mère Louise, dont je transcris les paroles, « Je fais mon moi de Marie. » Elle me raconta son histoire. Elle s'était mariée à 25 ans avec un cultivateur aisé. Elle m'exhiba son livret de famille et je lus, je n'invente rien, que cette union avait été célébrée sous les auspices du maire de Sainte-Vertu. Le mari avait vendu sa petite ferme au bout de quelques années de dur travail. Ils avaient d'abord tenu un cabaret dans un faubourg de Lille, puis ils étaient venus à Orléans, où ils avaient acheté cette maison close. L'homme s'était dérangé. Il buvait et fréquentait les autres maisons. Un jour, il était parti, emportant l'argent liquide. Le divorce avait été prononcé, la communauté dissoute, et la mère Louise, aujourd'hui, était la légitime propriétaire du bouge. « J'ai eu bien des tracas, me disait-elle, mais je suis vaillante. En 1914, quand les Allemands avançaient, le commissaire central est venu chez moi. Madame Louise qui m'a fait « Les Boches vont entrer à Orléans. Il faudra fermer votre maison car ils boiront tout votre vin, prendront vos femmes et ne vous paieront pas. » J'ai répondu « Non, je ne fermerai pas, je mourrai ici, c'est mon champ de bataille. » Et j'ai gagné beaucoup d'argent pendant la guerre. Oh, le bon Dieu me protège. Elle souffla et reprit. Si j'avais fermé, je serais parti sur le front pour relever messieurs les artilleurs blessés. Oh, c'est pas que je dédaigne messieurs les fantassins, hein, mais c'est toujours messieurs les artilleurs qui m'ont fait gagner ma vie. Elle me fit admirer ses chapelets. Celui-là, je l'ai apporté de Marseille l'an dernier, de Notre-Dame de la Garde. J'ai monté le calvaire à pied. Oh, c'était dur. C'était un véritable pèlerinage, Madame Louise. Oh oui, j'ai dit à la Sainte Vierge, « Bonne Vierge, pendant que je suis absente de ma maison, je ne vous demande pas de faire de grosses recettes. Je vous supplie seulement qu'il n'y ait pas de batterie chez moi. » La Bonne Vierge m'a exaucé. On s'est battu chez mes collègues. La police est venue chez Léon, mais ici tout a été bien calme. J'aurais voulu aussi rapporter des chapelets pour mes femmes, mais j'ai pensé qu'elles pourraient s'en amuser avec les clients. Alors je leur ai acheté à chacune un petit porte-plume de 20 sous. Mais vous savez, un porte-plume qu'on voit au travers de lui Notre-Dame de la Garde. En descendant le petit escalier en colimaçon, 2 filles escortées de 2 soldats nous frôlèrent. Chacune tenait une bougie allumée dans sa main. « Vos chandelles bien droites !» criait la mère Louise. « Vous allez encore mettre du suif sur vos chemises, propre arienne !»« Il fait noir comme dans un four, on se casse la figure dans votre escalier !» grommela une fille. « Dans 2 mois, je ferai mettre le gaz au premier, mais tu seras plus là, poison. Je t'aurais mise à la porte depuis longtemps. » Le petit souteneur nous guettait dans le couloir. « Tu veux de l'argent pour sortir ?» lui demanda la mère Louise. « T'es encore sans un ? Tiens, voilà 100 sous. » Et du même ton qu'elle louait la Vierge et le doux Jésus, « N'est-ce pas qu'il est beau, mon petit homme ?» Je revins plusieurs fois chez la mère Louise. Je goûtais dans son affreuse maison je ne sais quel charme douloureux. Quand le crépuscule apportait un peu de rêve dans le jardinet mélancolique où le vent faisait claquer les peignoirs et les chemises roses tout frais lavées, l'énorme matrone, vêtue d'un corsage de soie puce et d'une jupe de faille noire, souillait de sa bouche abjecte les plus suaves oraisons. «
Les sonneries de l'Angélus que les clochers voisins égrenaient sur les toits redoublaient de piété. À Dieu, à sainte Philomène, elle demandait de sauver son âme et de faire prospérer sa maison. Sur le petit balcon de bois, des bougies allumées découpaient des ombres obscènes comme des estampes japonaises, et les jurons des hommes, les cris des filles, en réponses alternées, traversaient les litanies de la mère Louise. Elle était la marraine de tous les gamins du quartier, et le vendredi, si le médecin n'avait envoyé à l'hôpital aucune de ses femmes, un vieux cocher à la houppelande verdâtre la hissait dans un fiacre vermoulu et la conduisait à l'église Saint-Paul, où, au pied de la Vierge Noire, elle faisait brûler un cierge. Dans sa maison, je connus M. Arthur, un homme maigre et triste avec une longue figure embroussaillée de poils gris. Il détenait, ce qu'il n'avait pu obtenir du petit souteneur, les clés de tous les placards et de toutes les armoires. Un jour qu'il nous servait à boire, « C'est votre garçon de salle ?» demandai-je à la mère Louise. Elle s'exclama. « Mon garçon de salle, Monsieur Arthur, si c'est Dieu possible, mais c'est un rentier, il a des maisons à Saint-Marc. Ah, le pauvre cher homme, si vous l'aviez connu l'an dernier, comme il était gros et gras. C'est le chagrin qu'il a desséché. Il a perdu sa femme qu'il adorait et il est si triste qu'il se mange les sangs. Mais que fait-il dans votre maison, Madame Louise ? C'est depuis son veuvage. Il s'est abandonné à venir ici. C'est comme qui dirait, mon homme de compagnie. Il apprend la musique à mes femmes et les fait danser. Il joue du piano comme un séraphin. Vous allez l'entendre. » Le veuf, qui par désespoir d'amour s'était fait ménétrier dans une maison close, s'assit devant le piano dont messieurs les artilleurs, à coups de talons de bottes, avaient fendu les touches. Ses doigts caressèrent avec une fervente douceur le clavier mutilé et aux cordes détendues, brisées, à l'âme en loques du vieux piano. Il arracha une complainte désespérée. Sortilège de cette musique, les filles qui braillaient dans l'estaminet des chansons obscènes se turent soudain et vinrent nous rejoindre. Celle qui apparut la première dans l'encadrement de la porte, ce fut une femme obèse et lourde. Elle marchait sur la pointe des pieds, comme pour ne pas rompre un charme. La mère Louise, en 1922, vendit son bouge à M. Robert, qui tenait au blanc la maison Carré, rue de Pouligny, et que le départ du régiment de cette sous-préfecture berrichonne pour l'armée du Rhin incitait, lui aussi, à changer de garnison. Elle ne lui céda que son fonds de commerce, mais elle restait propriétaire de l'immeuble, des murs, comme elle disait. Son successeur devait lui verser chaque année un loyer de 1500 francs. Sur les champs de course, la mère Louise perdit en une année les 50 billets de 1000 francs qu'elle venait de recevoir, ainsi que la plus grosse partie de ses économies. Mais M. Robert eut des malheurs. Sa femme, qui avait embauché une mineure, fut condamnée à 8 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour et déchue de ses fonctions. Il dut mettre sa maison en vente, et, pour assurer l'intérim, fit appel à la mère Louise, qui revint à Orléans. Ayant trouvé un acquéreur, il la pria de déguerpir. Elle s'y refusa. « J'ai la tolérance des murs, je suis chez moi », disait-elle. Le chef de la police des mœurs la sermonna, essayant de lui faire comprendre qu'elle n'aurait pas beau jeu à prolonger sa résistance, puisque l'épouse de M. Robert, dépossédée de son brevet municipal, gardait encore la licence du débit de boisson. Elle ne voulut rien entendre. « Puisque je tiens une maison, il faut bien que je donne à boire, » répondait-elle. « La loi est pour moi !» Un agent d'affaires véreux la conseillait. Elle faisait aussi brûler des cierges dans les églises et avait promis un ex-voto à sainte Philomène. Mais le policier lui signifia qu'un arrêté du maire allait lui retirer sa tolérance si elle ne consentait pas à partir. Elle céda. « C'est bon, je m'en vais si on me donne un bouquet. C'est moi qui ai sauvé la mise à M. Robert, ça vaut bien 5 sacs. » M. Robert, qui revendait sa maison 80 000 francs, jugea qu'il pouvait allouer à la mère Louise cette commission. Et la grosse femme partit en proférant des anathèmes empruntés au texte biblique contre le nouveau successeur, M. Joseph, dit le Grand Jo, jeune homme plein d'entre-gens qui annonçait déjà son intention de transformer ce bouge en une splendide maison de rendez-vous à l'enseigne du Moulin Rose. L'autre jour, sur la pelouse de Maison Lafitte, je rencontrai la mère Louise. « Ça va mieux, » me dit-elle. « Sainte Philomène n'était bonne à rien pour les courses. J'avais beau prier, mes chevaux étaient toujours derniers. Maintenant, je m'adresse à Saint Antoine, qui me fait retrouver mon argent perdu. Je viens de toucher gagnant. » La destinée de Régina, la Régina, comme on dit à Nice et à Bordeaux, fut singulière. Domptée à son printemps, asservie par un homme, et réduite au plus misérable des esclavages, Régina, en son âge mûr, se mua en la plus autoritaire, la plus indépendante des femmes, et ce fut elle qui, par une juste revanche, subjugua les mâles. À 20 ans, elle fut la proie du beau Roger, souteneur fort en vogue à Paris. Il avait déjà 2 autres femmes qu'il présenta très civilement à Régina. « Oui, c'est ainsi, j'attelle à 3. Tu travailleras avec elle. » « De quoi ? Ça ne plaît pas à madame ? Va-t-il falloir que je prenne la trique ?» Chaque soir, les 3 femmes dînaient avec Roger dans un restaurant du faubourg Saint-Martin. À 9h, il sortait sa montre de son gousset. « La cloche a sonné. Les mômes, au turbin !» Elle partait, docile. Sur les boulevards du faubourg Saint-Denis, à la Madeleine, on les voyait, secouant, comme des chevaux de corbillard, les panaches de leurs chapeaux.
Toutes trois arboraient, selon les exigences du beau Roger, des costumes d'étoffe et de coupes semblables, mais de couleurs différentes. Fernande, l'aînée, avait toujours des robes pourpres. Gabi, été comme hiver, était blanche comme la Jungfrau. Regina était vouée au bleu. Quand elle passait devant le café du Petit Pot, les hommes, attablés à la terrasse, disaient « V'là le drapeau à Roger !» Regina tout d'abord s'insurgea. Elle aimait le rouge, cette fille, et jalousait la plus ancienne des trois épouses. Son maître la mit vite à la raison, à coups de fouet. Oui, à coups de fouet, comme une chienne. Il savait dresser les femmes, celui-là. Dans le milieu, on vantait sa force et son adresse. Un charmant garçon, disaient ses amis. Désireux d'étendre le champ de ses opérations, le beau Roger partit pour Londres avec sa cavalerie. À Piccadilly et dans les allées d'Hyde Park, la rouge, la blanche et la bleue raflaient chaque soir 50 livres sterling. Mais des souteneurs en chômage complotèrent d'enlever comme des Sabines les trois épouses de leurs camarades. Roger défendit son bien, sauvagement. La nuit, un revolver dans sa poche, le doigt sur la gâchette, il escortait son équipage tricolore. 2 hommes qui tentèrent l'assaut furent blessés. Bientôt la discorde régna dans le clan français. Les chefs se réunirent et firent comparaître Roger devant eux. « Tu as 3 femmes, lui dirent-ils. C'est au moins une de trop. Cède donc la bleue, la rouge ou la blanche au petit Fernand qui est seul depuis 6 mois. Chacun doit manger. » Il s'indigna. « C'est moi qui les ai formées, instruites. J'ai eu tous les risques, et maintenant qu'elles roulent, je les donnerai ?» Il serra les poings et lança un défi historique. « Qu'on vienne me les prendre. » Mais il tremblait d'être vendu à la police par un Judas. On traversait des temps difficiles. Lucien Chaussette, qui tirait son surnom de la magnificence de sa femme, dont les chaussettes de soie, soutenues par des jartelles enrichies de brillants, affolaient les vieux lords, Lucien Chaussette, dont les équipages étaient plus beaux que ceux du roi, fut arrêté comme un vulgaire bandit par 2 policemen. Des lois terribles étaient votées contre les souteneurs. Le chat à 9 queues marquait leurs épaules et leurs reins d'éternelles cicatrices. Épouvantés, ils repassèrent la Manche, en un véritable banc, et parmi eux se trouvaient Roger et ses 3 femmes. Il les garda 5 années encore, mais la rouge mourut d'une pneumonie. La blanche, qui était sentimentale, s'éprit d'un de ses clients. Et Roger dit à Regina « Pour te récompenser, je vais t'établir. » Il lui acheta une maison close à Rennes, la tour de Nesle. Dans ses nouvelles fonctions, cette femme soumise, qui avait toujours courbé la tête, se cabra. Elle arbora une robe rouge. Roger sourit et lui passa cette fantaisie, mais un soir elle lui dit froidement « Qui commande ici ?»« C'est moi. »« Toi, tu n'es rien. La maison est à moi. Sors. » Et comme il serrait les poings, elle fit téléphoner au poste de police par une de ses filles. 2 agents accoururent, se saisirent de Roger qui rugissait. « Je suis le maître, c'est moi qui ai payé cette maison. »« Non, monsieur, lui répondait-il, vous n'avez aucun droit puisque vous n'êtes pas le mari légitime de madame. » Et ils l'emmenèrent, livide et tout penaud. Regina prit alors pour amant un commissaire de police. Dès qu'il eut fait expulser de la ville le beau Roger, elle le congédia. « Merci, je n'ai plus besoin de tes services. » Autour d'elle, les prétendants s'empressaient. Elle choisit Marius, un ténor langoureux qui avait de jolis tatouages, une rose et une guillotine sur la poitrine, un serpent autour du poignet droit. Ils se mirent quelques mois. Le soir, Marius chantait des romances qui berçaient Regina, enfin apaisée. Mais quand ce frêle ténor voulut forcer sa voix pour donner des ordres, elle jeta dans la rue sa valise en tapisserie jaune brodée de pivoine rouge. Il courut la ramasser. Quand il fut dehors, elle ferma sa porte bardée de fer comme celle d'un château fort. Lestement, Marius escalada un mur, fractura une fenêtre et rentra dans la place. « C'est le premier avertissement », lui dit Regina. 2 jours plus tard, elle rejetait sur le pavé le sac en tapisserie. Comme il ne se pressait pas de sortir, elle le poussa elle-même dans la rue. « C'est bon, j'ai compris !» cria-t-il. « C'est pas le rôle d'un ténor de faire l'acrobate. » Et il partit, balançant au bout de son bras sa valise de poète pauvre. Chanteur ambulant, il revint plusieurs fois le soir à la tour de Nesle. Dans la salle commune, pinçant une guitare, il roucoulait « Encore un baiser, veux-tu bien ?» Un baiser qui n'engage à rien, sans qu'on se touche. Regina lui faisait donner 40 sous par la sous-maîtresse. Après quelques années d'exercice, cette Marguerite de Bourgogne vendit sa tour, fatale aux amants. Elle acheta 2 maisons de salon à Nice, 2 autres à Bordeaux, et se mit en ménage avec Sylvain, un ancien patron de Béziers qui était riche. Aujourd'hui, elle gouverne ses 4 fiefs. Elle vit à Nice, dans une demeure splendide décorée de marbre, de bronze et d'étincelantes panoplies. Chaque matin, elle reçoit de Bordeaux 2 messages de ses sous-maîtresses. Elle répond par courrier, d'une écriture sèche et hautaine. Un téléphone particulier lui permet de communiquer à toute heure de jour et de nuit avec ses préposés de Nice. Souvent, une sonnerie la réveille. « Allô, Madame Regina, Monsieur D et Monsieur R viennent d'arriver. Combien doit-on leur compter la bouteille de champagne ?»« 150 francs. Et n'oubliez pas sur la note de marquer 4 bouteilles pour 3. » Parfois, le doux Sylvain élève une timide objection, mais elle siffle entre les dents.
Je t'ai raconté l'histoire de mes anciens amants, alors tais-toi si tu ne veux pas partager leur sort. » Elle porte avec vaillance ses 55 ans bien sonnés. Élégante et svelte, elle lance la mode à Nice. Et quand une vendeuse dans un grand magasin lui propose une robe ou un chapeau bleu, le bleu irait si bien à madame. Elle réplique d'une voix coupante. « Vous ne savez pas ce que vous dites. Jamais, vous m'entendez bien, jamais je n'ai pu souffrir cette couleur. » Elle a donné son obole à la souscription nationale pour le relèvement du franc et une feuille mondaine de la Côte d'Azur, qui célèbre toujours dans sa chronique des fêtes les équipages fleuris de la reine de la rue Croix de Marbre, a fait à ce joli geste toute la publicité désirable. Une journée des recettes de Madame Régina, 3 700 francs. Bien des patronnes de maisons closes sont de vertueuses épouses et de bonnes mères de famille. C'est d'un cœur pur qu'elles disent à leur mari « Aujourd'hui nous avons fait 15 passes et 3 couchers ». Ces paroles n'évoquent à leur esprit aucune image sensuelle. Mais elles ne peuvent se consacrer, avec autant de zèle qu'elles le voudraient, à l'éducation de leurs enfants. Le règlement est impérieux. Il est interdit aux maîtresses de maison de recevoir ou de garder chez elles leurs enfants âgés de moins de 21 ans. Elles auraient bien la ressource de les mettre en pension, mais presque toujours, dans les villes de province, elles préfèrent louer aux abords de la maison un appartement particulier dans lequel elles logent et élèvent leurs rejetons. Ils fréquentent l'école et le catéchisme. Et la police, qui est tolérante, les laissera, dès qu'ils auront l'âge de raison, franchir le seuil de l'établissement maternel. Dans une grande ville du centre, je connaissais une patronne qui avait installé ses 2 petits garçons et ses 2 petites filles dans un logement situé juste en face de sa maison de société. « C'est bien commode, disait-elle, je n'ai que la rue à traverser. Et puis, ma vieille maman est avec eux, elle les surveille et leur fait réciter leurs leçons. » Le soir, les gamins jouaient dans la rue et s'amusaient à lancer leurs ballons par-dessus la lanterne rouge. L'aînée, Fernande, une fillette d'une 12aine d'années, était douée, déjà, du sens des affaires. « Maman !» criait-elle d'une voix pointue. « Il y a la sous-maîtresse du 6 qui appelle les soldats, et la nôtre leur cause pas. Tous les clients y vont au 6. » La grand-mère, qui ravaudait le linge ou reprisait les chaussettes près de la fenêtre ouverte, se fâchait pour la forme. « Veux-tu te taire, petite Marie Torchon? Mêle-toi de ce qui te regarde !» Mais elle courait prévenir sa fille, et celle-ci, après avoir vertement semoncé sa sous-maîtresse, embrassait Fernande. La gamine prépara sa petite âme avec ferveur à la première communion. Elle s'imposait des sacrifices. Le soir, elle ne jouait plus avec les autres enfants. Grave, elle se promenait en petit sarrau d'écolière devant la porte de la maison close, récitant à mi-voix les leçons du curé. Évitez les jeux, les rires et les danses. Fuyez les mauvais spectacles et les compagnies impures. Des soldats en bande passaient, vociférants, le képi sur l'oreille. Des bourgeois peureux, avides de grappiller des plaisirs furtifs, se glissaient le long des murs, et les pianos mécaniques commençaient à moudre leurs ritournelles. Fernande rentrait dans sa petite chambre. Avant de se mettre au lit, elle chantait un cantique. « Le ciel en est le prix, amusement frivole, de bon cœur je t'immole, au pied du crucifix. » Je ne raille pas cet enfant, et je ne voudrais point imaginer ce récit dans le seul désir de créer une antithèse facile. J'ai vu, j'ai entendu tout cela, et je le raconte. Presque chaque jour, dans la maison tenue par la mère de Fernande, j'allais retrouver un souteneur, frappé d'interdiction de séjour, qui me racontait avec une certaine sincérité ses aventures. Un soir, devant la porte, j'aperçus la petite fille dont les cheveux hérissés de bigoudis étaient recouverts d'une résille. « C'est demain le grand jour !» me dit-elle. Ce fut une belle fête de famille. Monsieur sanglait dans une redingote, madame en jupe de soie, la grand-mère avec un vieux châle Louis-Philippe et un livre de messe doré, Fernande délivrée de ses bigoudis, tout en mousseline, blanche et frisée comme l'agneau pascal, et les autres enfants habillés de neuf. Après la messe, on déjeuna dans le petit logement. Un traiteur avait apporté un vol au vent, un énorme gâteau couronné d'une petite communiante et une glace à la framboise. On laissa les fenêtres ouvertes. Comme ça, disait madame, je pourrais surveiller la maison. Fernande était silencieuse. Sa grand-mère avait beau lui répéter « Aujourd'hui, t'es un petit ange. Si tu mourrais, tu monterais tout droit au ciel. » Elle ne souriait pas. Au dessert, timidement, elle interrogea sa mère. « Maman, pourquoi tu as des femmes toutes nues chez toi? C'est un péché. Depuis Adam et Ève, le bon Dieu ne permet pas qu'on se mette tout nu. » Le père s'indigna. « C'est-il le curé qui t'apprend ces bêtises-là? C'est que j'irai le trouver, moi, et j'y dirai ces 4 vérités. » Les vins généreux et, qui sait, peut-être aussi la honte, coloraient de vermillon les joues de la matrone. « Tais-toi, Fernande, tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est pour toi qu'on travaille. » Un cabriolet s'arrêta devant la porte de la maison. 2 fermiers sautèrent sur le trottoir. « Ils viennent chez nous !» s'écria le père, tout joyeux. « Je vais les recevoir, » dit la femme. « Je n'ai pas confiance dans la sous-maîtresse. » Elle disparut. La grand-mère fit boire un peu de champagne à Fernande, qui consentit enfin à rire. Le soir, la petite fille, qui n'avait plus à mortifier sa chair, jouait à la balle.
Elle cassa une des vitres de la lanterne. Sa mère la gifla, et aux autres patronnes qui prenaient le frais assises devant leur porte, elle criait « Ça vient de faire sa première communion et ça me casse ma lanterne !» Une voisine lui répondit « Les enfants d'aujourd'hui, on se demande ce qu'ils deviendront. » On citera des épouses infidèles. Une patronne de Tours, au mois de mai 1926, a fui avec un placeur, abandonnant sa riche maison et son mari. Fernand Lemoche se vante d'avoir acheté sa tôle d'Alger avec l'argent qu'une matrone d'Île-de-France lui glissa en cachette de son époux. « Il y a de la débauche chez nous comme chez les gens du monde, c'est sûr, » me disait un patron de La Rochelle. « Mais tout compte fait, on ne se conduit pas trop mal dans notre milieu. Les scandales sont rares. Et puis je vais te dire, il faut bien que les hommes ferment les yeux parfois. Divorcer, c'est bon pour les bourgeois. Mais nous, quand on perd la femme, rappelle-toi qu'on perd souvent la maison. » Un autre patron qui m'honorait de sa confiance me confia un jour ses inquiétudes. « Paraît que je suis cocu. Ma femme aurait frayé avec un client qui vient tous les soirs à la maison et ne monte jamais. Il se verrait en ville, l'après-midi, qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Je voulus le rassurer. « On t'a raconté des histoires. » Je crois qu'on m'a dit la vérité. Je n'en ai pas encore causé à ma femme et je ne sais pas si je dois lui faire savoir que je suis au courant. Tu comprends, elle a peut-être une excuse. Ce client-là, tous les soirs, il paye 3 ou 4 bouteilles de champ. On lui doit des égards. Il réfléchissait, le front barré d'un pli douloureux. Si elle a été avec lui pour le plaisir, elle m'a charrié. Et ça, je le permettrai jamais. Si elle l'a fait pour retenir le client à la tôle, elle a travaillé pour moi. Et alors, je n'ai rien à lui reprocher puisque je ne suis pas charrié. Je connais ta femme, je l'estime. Je suis sûr qu'elle ne t'a jamais ridiculisé. C'est mon avis à moi aussi. Mais voilà, il y a une autre question. Ma femme, je ne te le cache pas, je l'ai prise dans la rue. Pour un coq, quelquefois pour 2 thunes, elle... parfaitement. J'avais rien à dire, c'était pour moi. Mais maintenant qu'elle est établie, ce n'est plus la même chose. Elle doit avoir sa dignité, comme j'ai la mienne. Alors, est-ce qu'elle a encore le droit de faire un client ? C'est un cas de conscience, lui dis-je. Un douloureux cas de conscience. Le mot lui sembla juste. T'as raison, c'est un cas de conscience. Je vais peser le pour et le contre, et quand je serai fixé, je parlerai à ma femme. Mais je crois qu'il n'a pas encore résolu cette cruelle énigme. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre qui portera sur les maîtres de maison.